Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Steven Leprisé. À 32 ans, Steven Leprisé incarne cette génération d'artisans entrepreneurs pour qui rien ne semble impossible. Il dirige son atelier, Arca Ébénisterie, où il fait apparaître les projets des grandes marques, des architectes et des designers. Mais Arca, c'est aussi un studio de design où les idées de Steven Leprisé prennent corps. Le bois gonflable, le bois lamé, le bois thermoformé. L'innovation est quotidienne et elle s'appuie sur une maîtrise parfaite des gestes des anciens. Ce sont ces gestes et cet esprit qu'il transmet à ses élèves de l'école Boulle et à travers les thèses auxquelles il participe avec l'école des mines et le CNRS. Si la route est déjà belle, elle ne fait que commencer pour Steven Leprisé. Bonjour Steven Leprisé. Bonjour. Elle a commencé comment cette vie d'artisan ? Vous étiez comment quand vous étiez tout petit ? Vous étiez créatif déjà ? Je pense qu'on est tous créatifs. Quand on est tout petit, on nous soumet énormément de sujets artistiques. À la maternelle, on passe beaucoup de temps à peindre, à dessiner, donc on développe énormément ça. Ayant une petite fille, je le remarque encore, puisque au quotidien, et aujourd'hui c'est toujours le cas 30 ans après, et heureusement. Et ça se perd finalement, je me remarque que plus l'école évolue, plus on va supprimer cette discipline. Cette discipline, c'est-à-dire la créativité ? Ouais, l'expression plastique, l'art plastique au collège, Ouais. je trouve que c'est pas assez présent. En tout cas, vous, petit, vous épanouissiez là-dedans. Ouais, mais comme tous les enfants, c'est ce que je disais. C'est ça que vous voulez dire. Par contre, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu artisanal. Beaucoup de gens dans ma famille sont artisans commerçants, j'ai grandi dans un restaurant. Ma mère a tenu une crêperie pendant 15 ans et mon père tenait à côté de cette crêperie un musée du machinisme agricole qui mettait en valeur tous les objets, machines, outils de la révolution agricole des 30 Glorieuses. Il y avait des objets qui étaient des années 1800 jusqu'à des choses plus modernes. Et c'est lui qui a tout monté ? Il a collectionné, acheté chaque pièce pour les montrer dans ce musée ? Et on les rénovait. Donc en fait, mon premier rapport avec l'artisanat, ça a été ça, la conservation en fait. Une des premières machines qu'il a rénovées, c'est une des plus vieilles scieries de France, encore aujourd'hui en fonctionnement, qui est de 1880. Et j'ai grandi au pied de cette machine, littéralement. Il l'a acheté, j'avais 4-5 ans. À l'époque, on n'avait pas le restaurant ni le musée. Il l'a rénové dans le jardin. Et on faisait des fêtes des vieux métiers avec cette machine. Mais ça lui est venu d'où, à lui, cette passion ? Son grand-père, à lui, était menuisier sabotier. Et son père était charpentier charron. Donc, un charron, ça doit à la fois maîtriser le métal pour cercler des roues de charrette et à la fois maîtriser le bois pour faire le reste de la roue et le reste de la charrette. Et donc, il a eu un rapport avec le bois très petit lui aussi. Moi, je n'ai pas eu de contact avec mon grand-père et mon arrière-grand-père. Physique, oui, mais pas au travers du métier. J'ai jamais travaillé avec eux la matière. Je les ai vus, mais jamais de transmission directe, mais c'est passé par mon père. Parce que dans son atelier de rénovation de tracteurs, de moteurs, de moissonneuses-batteuses en bois, on avait des outils pour travailler le métal, mais aussi pour travailler le bois. Et donc, tout petit, moi, je sais pas, déjà à 8-9 ans, je démarrais la scie à ruban quand il n'était pas là, alors que j'avais pas le droit, pour couper des morceaux. Et je le faisais en cachette. Heureusement, je me suis pas blessé, mais j'aurais pu. Des machines très dangereuses, pas du tout aux normes, de l'âge de son père à lui, quoi. Donc, zéro protection. Mais bon, voilà, j'adorais ça, je le voyais faire, je participais à tout ça, c'était mon quotidien. Et voilà, déjà tout petit, vous étiez plutôt allé vers le bois que le métal ? Oui, parce que finalement, j'avais plus d'affinité avec ça. Pourquoi le bois ? Chaque pièce est unique, vraiment. Il y a une empreinte digitale sur chaque élément et on a l'impression de travailler un bout de nature vraiment individuel et vraiment unique à chaque fois. Même si le bois est pas précieux, le morceau est précieux rien que pour ça, parce qu'il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Un peu comme un être humain finalement. Un morceau de métal, c'est plus agressif, c'est plus froid, ça demande de la fusion pour être travaillé.
C'est vrai que c'est du coup plus dangereux, moins chaud, moins humain. Ça a demandé plus de transformation et de pollution à être réalisé. Quand on abat un arbre, on est censé en replanter au moins un, voire deux, pour assurer la pérennité. La production du métal, c'est pas la même philosophie, hein. Quand on extrait du fer, on peut pas en reformer, quoi. Enfin, tout ça fait que, oui, j'avais plus d'affinité vers le bois. avec Ça le n'a pas bois. dû être difficile de convaincre vos parents de faire une formation manuelle, pratique. C'est vrai que ça n'a pas été compliqué d'aller vers ça. J'ai su dès la 5e que je voulais faire des meubles et j'ai été orienté vers l'agencement parce que c'est ce qu'il y avait de plus proche. Et puis un problème de culture sur ce qu'est l'ébénisterie, ce qu'est la menuiserie. Je n'avais pas vraiment de différenciation. J'ai essayé de rentrer dans les compagnons. J'y ai été accepté, mais j'ai pas voulu y rentrer. J'ai préféré... Pourquoi finalement ? Un problème de culture aussi, de non-dit sur la dureté de cette corporation, qui, à mon sens, est très bien. Mais ça vous avait fait peur à l'époque. Vous Ouais, avez imaginé que ce serait trop dur. Ouais, je dis pas que c'est pas bien. Enfin, j'avais 14 ans. Est-ce que j'avais les épaules pour supporter ça ? J'en sais rien. Je suis pas sûr du tout, hein. Je regrette pas parce qu'au final, j'ai fait donc un BEP menuisier, un CAP agencement, un CAP ébéniste, un BMA ébéniste. J'ai eu cette chance en BMA ébéniste à Auray, j'étais interne et j'ai eu un super prof d'art appliqué qui m'a à ce moment-là énormément donné goût à la création. La charnière a eu lieu à ce moment-là. C'est-à-dire que même en BEP menuisier, on avait des sujets en art appliqué de création. On avait des cours d'histoire de l'art, mais pas suffisamment de culture sur ce qui se passait de notre contemporain. Donc moi, ayant grandi dans un atelier de conservation du machinisme, j'étais convaincu jusqu'à mon BMA de vouloir faire de la copie de style, de la rénovation, de la restauration. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans les ateliers de restauration. J'y ai fait presque tous mes stages. Et d'ailleurs, des matériaux que je développe aujourd'hui s'inspirent de techniques que j'ai apprises en restauration. C'est aussi une manière d'apprendre ce que faisaient nos aïeux, de les respecter. Et c'est en vraiment me nourrissant de tout ça, des bases du métier, que j'ai compris mon métier, que j'ai compris l'environnement dans lequel je vivais. Et puis un très bon prof d'art appliqué, comme je disais à Auray, Monsieur Conan, m'a dit « mais il faut que tu ailles sur Internet ». J'avais pas d'adresse mail, je n'étais jamais allé sur Internet ou presque. Regarde les magazines de design, intéresse-toi à tout ça. Va chercher plus profondément. Il conseillait des livres... Quand on avait un sujet d'art appliqué, on avait aussi des lectures de conseillers ou des sujets de conseillers qui gravitaient autour de ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision en éventail d'essayer, quand j'ai un sujet ou un projet à traiter, de ratisser très très large, le plus large possible, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et disons que je suis prêt à m'entourer de spécialistes ou d'aller demander les informations où il faut pour finalement maîtriser ou maîtriser avec d'autres tel ou tel sujet. Il s'appelle comment ce merveilleux professeur ? Monsieur Conan, je disais. Il vous a autorisé à créer, Ouais. Il y a quelque chose en vous qui s'est débloqué en disant moi aussi je peux inventer mes formes. Ouais, mais c'est ce que je disais, j'ai eu d'autres profs d'art appliqué avant, mais qui n'ont pas trouvé les mots qu'il fallait, peut-être, ou moi j'étais peut-être trop jeune aussi, vous voyez. Peut-être que parce que j'étais interne, que j'étais parti de chez moi, j'ai mûri, c'était le bon moment, et je me suis dit, finalement, le plus précieux, finalement, à mes yeux, ce n'est plus de conserver ce que faisaient ces gars-là, mais de reproduire le schéma de leurs contemporains à eux, mais dans mon siècle à moi, quoi. Ouais. Essayer de faire évoluer mon métier, comme eux le faisaient à leur époque. Quand André Charleboul s'est mis à coller du métal avec du bois, ils ont dû le prendre pour un cinglé, et finalement, c'est devenu une référence, parce qu'à un moment donné, il a eu une idée, peu importe ce que les autres disaient, peu importe ce que la technologie permettait de son contemporain, on fait évoluer les outils qu'on a pour que ça devienne possible. Et tant que je ne suis pas convaincu à 200% et que je n'ai pas vu que c'était impossible, je continue. Tant que je n'ai pas la preuve... Je comprends. Et après la formation, vous avez fait vos apprentissages. Est-ce qu'il y a un maître qui vous a particulièrement marqué ? Particulièrement, oui, je dirais qu'à l'école Boulle, les professeurs que j'ai eus à l'école Boulle avaient cette vision commune de repousser très loin les limites. J'ai eu la chance d'avoir des profs toujours assez âgés, avec une grosse expérience. Là, je parle des formations que j'ai fait en Bretagne avant le DMA à l'école Boulle. À chaque fois, j'ai eu des profs qui étaient à 2 ou 3 ans de la retraite, donc vraiment des vieux briscards qui avaient plein de petits trucs et astuces. Et vraiment, du coup, j'ai pu acquérir ces trucs et astuces. Et arrivé à l'école Boulle, j'ai eu des profs plus jeunes, qui étaient plus fougueux, qui avaient plus de connaissances pluridisciplinaires, dans d'autres secteurs de métier. Et puis l'ensemble des ateliers qui est présent dans cette école
vous permet aussi d'aller les chercher, quoi. Vous passez 2 couloirs et vous avez, c'est sûr. vous avez un professionnel qui est tout de suite là. Donc ça, c'est la grande force de cette école. Et vous restez en contact avec certains de ces maîtres aujourd'hui quand il y a un problème technique, quand il y a une question? Si, forcément, il y en a. Mes profs de l'école Boulle sont mes collègues aujourd'hui. Oui, parce que vous enseignez à l'école Forcément. Boulle aujourd'hui. Oui, et du coup, oui, complètement. Et c'est même dans les deux sens, quand eux ont des questions sur des matériaux, des techniques, des technologies, des cols ou des machines, ils me demandent. Et moi, effectivement, dès que j'ai besoin, je leur demande aussi. Donc il y a toujours un échange. Avec les profs plus anciens, j'ai pas mal perdu contact. Il y en a un que j'ai revu qu'à la retraite, que je vais voir de temps en temps. J'ai des contacts avec certains, mais c'est vrai, pas suffisamment. Il y a la distance géographique. Mais il y en a un ancien maître de stage qui avait à l'époque convaincu mes parents de me laisser aller à Paris faire l'école Boulle. C'est aussi grâce à lui, parce que mes parents, pour eux... Ils avaient peur que vous partiez tout seul à c'est Paris? une question de moyens aussi, non? Ils avaient sûr. confiance en moi, mais un c'est enfant très cher. à Paris, sans bourse, c'était le cas, faut aligner 1 000 € par mois entre la nourriture et le loyer. Même si l'école Boulle est gratuite, faut savoir que vous êtes parents et vous allez avoir cette charge-là quand on est le 4e enfant. Ça amène à réfléchir, et eux comprenaient pas, avec le bagage que j'avais déjà, et on me proposait des boulots, pourquoi je restais pas là, et je restais à faire de l'agencement en Bretagne, ou un peu de mobilier sur mesure, mais pas le côté excellence, innovation qu'on arrive à acquérir aujourd'hui, et les clients très prestigieux. Et je les comprends, étant parent maintenant, évidemment. Mais cette personne et d'autres amis ont fait le forcing pour que eux acceptent de faire cet effort. Ouais, de faire cet effort. Et ma mère, qui devait vendre son restaurant, l'a vendu 2 ans plus tard, parce que elle a attendu que je puisse finir l'école pour financer ça. Donc ce maître de stage, de temps en temps, se refile des boulots, parce qu'il est restaurateur et moi j'en fais quasiment pas, donc je lui envoie des clients. Donc voilà les contacts qu'on a, mais oui, il ne faut pas perdre de contact. Et alors après la formation, l'apprentissage, vous avez rapidement ouvert votre atelier, j'ai l'impression. Oui, j'ai travaillé 1 an chez Ludovic Avenel en sortant de l'école. Et puis, dès le début, en travaillant chez lui, j'avais dit que je ne resterais pas longtemps et que j'essayais de monter ma boîte. Et donc, un collègue de promo, Éric Desmeyer, qui a commencé à créer le bois gonflable pour son meuble de diplôme, m'appelle 2 semaines après la fin des cours à l'école Boulle, 2 semaines après qu'on ait été diplômés, en me disant « Écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il faut continuer à développer ce bois gonflable et d'autres choses. Ensemble, ça serait bien. » Je dis « Écoute, oui, essayons. » Donc pendant nos soirées, nos week-ends, on continue à dessiner d'autres meubles, à faire évoluer ce bois gonflable. Mais où est-ce que vous prototypiez? Chez Ludovic Avenel. Ah oui. Il prêtait son atelier. Chez Nicolas Deschards aussi, AND, atelier Nicolas Deschards, où Eric travaillait. Et les deux nous prêtaient leurs ateliers vraiment très aimablement. Et ils font partie des gens qui ont contribué à notre réussite finalement. Des anges gardiens. Ouais, bien sûr. Et puis, alors eux, on a toujours contact très régulièrement avec eux. On se refile des boulots ou des astuces ou des... Ludo a plus vraiment d'atelier et puis aussi présent dans les ateliers, mais il a toujours une activité dans les métiers d'art et copropriétaire d'un atelier important qui est l'Allier, agencement, et Nicolas Deschards a grossi aussi. Et donc on a toujours contact. Et comment vous avez fait tous les deux, si jeunes, pour financer le premier atelier ? Ça, c'est une très bonne question. Alors mes parents m'ont donné 10 000 €, à chacun de mes frères et sœurs également, pour que j'ai un apport. Pour créer la société. Et Eric, pareil, c'est de la famille. Évidemment, on n'avait pas 10 000 € chacun sur nos comptes à 23 ans. Donc ça s'est fait comme ça. Et la banque a suivi un petit peu ? Oui, c'est vrai qu'on a fait un emprunt de pas loin de 60 000 €, plus un prêt d'honneur de 10 000 €, plus notre apport. Donc on arrive à 80 000 € d'investissement à 23 ans sans avoir de clients. Et je me demande encore... ce qui nous a pris à l'époque, mais on était ultra motivés, on y croyait, et on avait raison, ça a payé. Bah oui, la preuve, Ça a payé. Alors après, Eric a voulu stopper l'aventure parce qu'on n'arrivait plus à créer à 2 têtes et 4 mains, on n'arrivait plus à s'entendre. Quand j'ai pris le poste à l'école Boulle d'1 journée par semaine, il y a aussi eu un écart qui s'est créé, ce que je comprends, et lui arrivé à 30 ans, et avec les salaires qu'on se faisait comparé aux heures qu'on passait. C'était quoi les salaires? C'était le SMIC? 1 300 € à 30 ans, à Paris, c'est dur. Quand vous bossez du lundi au dimanche, vous vous demandez un moment, mais je fais quoi?
Et en plus, il faut être clair et totalement objectif, on ne fait pas de l'ébénisterie d'art tous les jours. On ne faisait pas nos créations tous les jours. On ne vit toujours pas, après 9 ans, on ne vit toujours pas de nos créations. On travaille pour d'autres créatifs, des designers, des architectes d'intérieur. On réalise leurs dessins, on travaille avec eux en collaboration. Je ne souhaite pas arrêter d'ailleurs ce pan de l'activité, mais je désire, avec le temps, réussir à développer de plus en plus nos collections, les réfléchir davantage pour qu'elles soient vendues en galerie, c'est-à-dire pas produire des bureaux qui valent 50 000 euros, qui sont invendables en galerie quand on n'est pas coté, mais des objets un peu plus petits. Donc mieux réfléchir les créations pour davantage vendre en galerie, pour coter, pour être exposé dans des salons via ces galeries. Et voilà, donc ça c'est un des prochains objectifs, sans arrêter de produire des agencements haut de gamme sur mesure, des collaborations avec les marques. Des collaborations avec les marques, je ne peux pas citer parce que je suis sous contrat, mais des grandes marques pour qui on produit des pièces en bois. On développe aussi, c'est-à-dire que mes prochains combats, c'est ça, c'est réussir à plus vivre de nos créations et mettre davantage en valeur notre statut. Statut d'artisan d'art, de créateur. Ouais, d'artisan d'art créateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a clairement pour moi un gros problème de culture, de communication. Je le vois au travers les jeunes, en fait. Les gens expérimentés ont compris le système, même si peu de gens arrivent à comprendre qu'on peut à la fois prototyper leurs pièces et vendre nos pièces dans leur galerie. Ça, j'ai pas encore trouvé. J'ai peut-être bientôt trouvé, mais j'ai pas encore trouvé le galeriste suffisamment fin d'esprit pour admettre ça. Non, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on a des jeunes très doués qui sortent de DMA ébénistes, très intelligents, des surdoués parfois, qui sont super bons en atelier. Et ça leur suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une culture dans notre pays, dans nos pays, dans la société d'aujourd'hui, à mettre en valeur plus le cérébral que le manuel. Et ces gens veulent faire des écoles de design, d'art appliqué, continuer plus loin en fait, alors qu'ils savent déjà créer et en plus ils savent transformer la matière. Mais ils vont chercher la crédibilité sur leur créativité, c'est ça ? Parce que sinon on les croira pas créatifs. Ouais, et puis ils se disent, attends... De toute façon, quand il y a une pièce qui est vendue, qui est signée, on communique que sur le designer qui a dessiné, le mec qui a fabriqué et mis au point. Parce qu'attention, nous, quand on travaille avec ces créatifs, on est aussi dépendant du dessin, puisque on leur dit, ça n'est pas possible, mais on peut le faire comme ci ou comme ça. Ça pourrait être d'ailleurs très joli de le faire comme ci ou comme ça, sachant qu'ils savent le niveau de formation qu'on a et le fait qu'on crée de notre côté. Ils nous écoutent très souvent et finalement, on a un gros impact et une grosse incidence sur l'esthétique aussi. Mais on est acteur principal du projet, mais on n'est jamais cité. Le vendeur, la galeriste évidemment est cité, le designer est cité, mais le gars qui a mis au point, qui a fabriqué, il n'existe pas. Donc on n'est pas mis en valeur. Donc, comment les jeunes n'ont pas envie d'aller faire un métier où ils sont dans l'anonymat. On les oblige à rester anonymes parce qu'on nous fait signer des contrats pour qu'on se taise. Parce que Hermès, LVMH n'ont pas envie de se faire piquer leurs sous-traitants. Et faire un métier où on va se salir, où on va potentiellement se blesser, où quand on va rater une pièce, on va devoir la recommencer. Du coup, racheter de la matière, perdre de l'argent, faut être cinglé, quoi. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas payé hyper bien... Alors, pour ce qui est de la paye, je ne vais pas dire que designer, c'est mieux, parce que très franchement, pour eux, c'est aussi très compliqué de valoriser leur temps de création. Là, franchement, heureusement que pour un métier comme l'ébénisterie, on a le pan agencement, si je puis dire, ou fabriquer des scénographies qui nous permettent de vivre et de manger confortablement. Eux ont peut-être moins facilement une roue de secours, un projet vache à lait pour disons... les faire vivre. Donc là-dessus, je vais pas les... Je les plains même, je dirais. Mais ce que je veux dire, c'est que on est en train de perdre plein de savoir-faire, mais vraiment, je vois des chefs d'atelier partir avec plein de connaissances sans transmission, parce qu'il n'y a pas de jeunes, en fait. Il n'y a pas de jeunes suffisamment motivés ou suffisamment bien câblés, parce que les bien câblés, en fait, ils ont voulu continuer dans des jobs où ils seront décisionnaires, ils seront donneurs d'ordre, parce que ils ont cette intelligence-là. C'est trop souvent le cas. Je fais une généralité, il y en a aussi d'autres. Mais c'est un schéma là que, en fait, je vois très souvent se répéter. Et je me dis, mais pourquoi ? Et c'est tout simplement que dans notre société, le fait d'être artisan dans son atelier à transformer de la matière, c'est moins valorisé. Mes propres parents vont dire à leurs amis,
Mon fils est designer. Mais c'est scandaleux pour moi. J'ai grandi dans une famille d'artisans, et parce que ça fait bien, ça rime avec ingénieur, vous voyez. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est plus gratifiant de dire que mon fils est designer que de mon fils est ébéniste créateur. Je ne suis pas designer, j'ai une formation d'artisan, je réfléchis comme un artisan. Comme tous les autres artisans avant moi, je fais de la création. Il y en a eu plein d'autres, hein, c'est pas nouveau ce schéma-là. Et je fais juste comme les ébénistes avant moi, les artisans d'art avant moi, je fais la même chose. Vraiment, oui, on utilise l'imprimante 3D, oui, on développe des choses avec un canon plasma, on développe des choses avec le CNRS, mais les anciens faisaient pareil. Donc, s'ils ont trouvé des nouvelles colles, c'est qu'ils ont cherché, ils ont sûrement bossé avec des alchimistes, etc. Enfin, donc, c'est la même chose. Mais voilà, il y a ce problème de culture et de communication. Et il faut une loi. Pour moi, il faut une loi où on oblige nos clients à nous laisser signer et à nous laisser communiquer sur ce qu'on fait. Je vois pas je vois pas où est le mal là-dedans, quoi. On va pas refabriquer une pièce du même design signée par eux pour une autre maison. Enfin, c'est débile. On m'a déjà fait la remarque. Des clients, assez importants, m'ont fait la remarque en me disant t'as repris telle technique qu'on avait mis au point pour un autre client. Alors non seulement on bouffe la baraque à passer plus de temps que prévu à mettre au point une technologie pour une pièce limitée à 12 exemplaires, et en plus on devrait ne pas la reproduire alors que c'est nous qui l'avons mis au point. On devrait s'éviter ou s'interdire de davantage développer ça, quoi. Non mais voilà, les réflexes qu'ont les gens maintenant de nous verrouiller, en fait. Et c'est aberrant. Donc, il faut une loi. Il faut des lois. Voilà, je vois pas pourquoi, quand vous allez voir chez Roche-Beaubois, c'est Roche-Beaubois, designé par un tel. Sauf que le mec qui a développé techniquement, lui, il est pas là, quoi. Il est pas là. Alors qu'il y a eu des ingénieurs ou des techniciens derrière, un prototypiste, qui a mis son nez là-dedans pour que ça tienne debout. Bien sûr. Alors, vous avez eu beaucoup de chance, beaucoup de talent, du succès rapidement, mais vous avez aussi eu des coups de pouce, et notamment des coups de pouce des fondations. Je crois que le premier, c'était la Fondation Banque Populaire pour les métiers d'art, dont vous avez été lauréat. Non. C'est pas le premier. C'est vrai qu'on a voulu gagner des années en participant à des concours, et c'est ce que je répète à mes jeunes, que ça soit en stage ou à l'école, je leur dis tout ça, faites des concours. Il y a plein d'avantages à ça, ça vous met un coup de pied aux fesses, ça vous donne des échéances, ça vous fait réfléchir. Et il y a des choses à gagner. La raison pour laquelle on a monté l'entreprise, c'était qu'on a participé à un concours, un des coups de pouce. On a participé au concours Jeunes Talents Atelier d'Art de France. Ça, c'est vraiment le tout premier concours. On avait gagné 2 places à Maison Objet parce qu'on était invité la première fois et un stand offert la deuxième fois. Des clients se sont présentés et ils nous ont dit vous avez une structure, si je vous fais chiffrer des choses, faut que vous puissiez les fabriquer. Et là, tout de suite, on s'est dit faut qu'on monte une boîte très rapidement. Et en un mois, on a trouvé l'atelier, acheté les machines, fait les travaux et monté l'atelier. Bon, on a eu de l'aide d'amis et de parents, comme je vous le disais, mais c'est allé très très vite. Et on n'avait pas le choix. On s'est dit à un moment donné, on y va, quoi, on se lance. Ouais. Et voilà, donc le tout premier concours, c'est celui-là. Le deuxième, c'est le Grand Prix de la Ville de Paris, des ateliers de Paris, avec une dotation à l'époque de 8 000 euros. On a aussi eu la fondation Ernst & Young qui nous a aidés pendant 2 ou 3 ans, qui d'ailleurs est toujours à l'écoute quand on a des questions. Avec un apport de compétences, c'est ça ? Oui, c'est ça, avec un apport de compétences. Et puis il y a eu aussi la fondation Banque Populaire qui nous a quand même octroyé 3 fois 10 000 euros. Ça nous a permis d'acheter une nouvelle toupie, donc une imprimante 3D, un nouvel ordinateur, financer un moule réglable. Et cette année, financer la thèse avec l'école des mines. C'est énorme. Donc, il y a eux, il y a aussi la Fondation Bettencourt, le dernier concours qu'on a remporté, enfin un des derniers. Et c'est un des mieux dotés. Oui, puisqu'on a 50 000 euros, plus un accompagnement de 100 000 euros. Donc 150 000 euros, c'est vrai que beaucoup de choses sont possibles avec ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous avez réussi à ouvrir ce magnifique atelier que vous venez de réouvrir. Oui, on vient de déménager. On devait, quoi qu'il arrive, avec ou sans Bettencourt, acheter un atelier. L'accompagnement a permis de financer les travaux dans l'atelier, donc d'acheter un atelier plus grand que prévu et d'y faire les travaux. D'accord. Donc oui, ça c'est génial. Ouais. C'est génial. Maintenant, faut aussi faire tourner ça, c'est-à-dire que faut rentrer suffisamment de travail pour 6 personnes. Et c'est pas tous les jours simple. Alors justement, alors je me mets à la place de Ludo qui a 30 personnes. Quand il faut donner à manger à tout le monde, je peux vous dire que ça, c'est une sacrée pression. C'est un métier qu'on n'apprend pas dans nos écoles, parce qu'il faut un sacré niveau de gestion et de management.
clairement, c'est une très belle aventure, hein. Mais c'est dur. C'est dur. Ce que je regrette le plus, c'est d'être moins à l'atelier. Alors, je fais toujours le relevé de cote, la relation client, les devis, les plans et la pause très souvent. Donc, je suis au tout début et tout Et à la fin. Et au milieu, mes gars produisent avec moi. Et bon, moi, je suis une journée par semaine maximum à l'établi, pas plus, quoi. Ouais, Après, quand il y a de la ça. pause, je suis là tout le temps, ou presque. Mais bon, voilà, j'arrive déjà à me dégager du temps pour être sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de tous les patrons. Mais il faut se lever très tôt, du coup, pour faire la paperasse, quoi, hein. Ouais, Mais ça, c'est difficile. on est assommé de charges, hein, faut le dire aussi. C'est vraiment énorme, quoi. Là, aujourd'hui, enfin, avec ce que je sais aujourd'hui de ce qu'est un patron, à 32 ans, si j'avais la même chance qu'il y a 10 ans, je sais pas si je remonterais une boîte. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Franchement, faut être cinglé. Faut être un peu cinglé. Non, mais après... Ou alors j'aurais dû rester seul, ou à deux, vous voyez, rester très petit. Et pas prendre les contrats. Ouais, et pas prendre les gros contrats, en tout cas. Ouais. J'ai voulu grossir un peu et bien m'équiper pour répondre quand il y a des chantiers un peu gros, pouvoir y répondre. Il faut savoir que la thèse avec l'école des mines est financée cette année, comme je vous disais, mais l'année prochaine et celle d'après, ça va nous coûter 24 000 €. On va devoir les sortir, nous. Quand on fait des protos pour le CNRS, c'est à nos frais. Quand on fait nos créations, il n'y a pas de client derrière, c'est à nos frais. Donc, c'est nos gros chantiers qui payent ça, hein. Bien sûr, mais vous êtes quand même un boulimique d'activité parce que vous avez votre activité dans votre société, vous avez votre enseignement à l'école Boulle, vous avez ces thèses à côté. Pourquoi vous vous arrêtez jamais ? Si, je m'arrête. Puis j'ai une famille aussi, hein, avec laquelle je suis sûrement pas suffisamment. Mais si, je m'arrête. Écoutez, je me lève je suis en moyenne à 6h, 6h30 à l'atelier, parfois plus tôt, mais c'est assez rare maintenant. Je suis pas chez moi après 20h, hein, donc ça va encore. C'est des belles journées. Oui, et votre femme travaille avec vous maintenant ? Oui, tout à fait, ouais. Donc ça, c'est un énorme plus. Bon, après, j'ai dit 20h, mais c'est plutôt 19h, 19h30. Et je travaille plus le week-end. Les 5 premières années, c'était du lundi au dimanche, de 7h à 21h, quoi. Vous voyez le truc, quoi. Ouais, je vois. Donc, bon, après, quand on commence sa journée et qu'on sait que ce soir à 18h, il faut avoir terminé, je peux vous dire que... On est plus efficace. Ah ouais, vous répondez pas à certains appels, vous discutez pas autant que vous pourriez le faire avec vos gars ou avec d'autres visiteurs ou gens qui passent. Voilà, vous taillez dans le tas, quoi. Bien sûr. Vous allez à l'essentiel. Après, oui, certainement, je me charge trop. Ça, c'est certain. Peut-être qu'un des objectifs futurs, c'est de peut-être moins charger, mais bon. Mais ça vous passionne, cette recherche et ces innovations. Ah oui, ça va même pas assez vite pour moi, hein. Ouais, j'aimerais faire que ça. Sauf qu'il faut payer tout ça. Il faut financer tout ça, voilà. Donc, alors vous qui êtes plus qu'un jour à l'atelier par semaine maintenant, mais rappelez-vous, quand vous y étiez 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, vous aviez mal où le soir ? Ah, nulle part. Vous aviez pas mal, vous faites pas mal à votre corps. J'ai plus mal à rester sur ma chaise à rien faire. Ce qui fait mal, par exemple, cet été, on a fabriqué l'atelier. Donc, on a fabriqué une énorme charpente parce qu'on a fabriqué un 2e étage avec des poutres en bois. Oui, là, au bout de 15 jours, j'avais très mal au dos. C'est surtout le dos. Mais ça, c'est un problème d'éducation. Je me sers mal de mon dos. Il faut plier les genoux, garder le dos droit, je le fais mal. Et vous faites du sport pour supporter J'en faisais. ça ? J'en faisais, mais je suis tellement fatigué le soir que je peux plus, en fait. Plus le temps. Si je faisais du sport en plus, je serais encore plus crevé le soir. Vraiment, je n'arriverais pas à suivre. J'ai eu des phases comme ça, hein, et c'était trop compliqué. Mais il faudrait idéalement faire un peu de sport, effectivement. Mais c'est sportif, hein, quelque part. Les chantiers, ce qui est fatigant, c'est les tâches répétitives. Vous faites de la dégauchisseuse une journée, oui, vous avez mal au bras. Mais quand je vais en rendez-vous toute la journée à Paris, que j'ai 5 rendez-vous et que je fais de la moto toute la journée pour pouvoir enchaîner mes rendez-vous, j'ai mal au bras aussi parce que j'étais sur une moto toute la journée. Mais c'est les tâches répétitives le problème. Et justement, dans l'atelier, ce qui est très bien en étant une petite boîte, c'est que personne n'a de tâches attitrées. Tout le monde fait toutes les disciplines. Ça tourne. Et du coup, votre corps change de posture, change de machine, change d'opération. Et c'est ça qui est bien. Ouais. C'est que c'est enrichissant pour la personne. Pour le corps, c'est plus sain. Pour l'esprit aussi. Donc voilà, à la limite, quand vous êtes à ordinateur une journée, parce que c'est ce qui se passe, hein, pour faire les plans, les mails, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon pour le corps, vraiment. Je sais qu'il y a des métiers traumatiques pour les mains ou pour le dos ou autre, mais pour le coup, on est bénisterie, on a des postures qui changent très souvent. D'accord. Est-ce que votre père il vient parfois à l'atelier pour expérimenter les machines très modernes, lui qui est si passionné des machines anciennes ? Alors, c'est vrai que
C'est un mécanicien, hein. Il est mécanicien poids lourd. On ne fait plus des mécaniciens comme ça. Maintenant, on apprend aux mécaniciens à diagnostiquer avec leur ordinateur quelle pièce est défaillante, et puis on leur dit qu'il faut la remplacer, alors qu'elle est certainement réparable. Lui, il est incapable de réparer sa voiture aujourd'hui, qui est bourrée d'électronique. Il arrache tous les capteurs, et là, ça y est, il peut intervenir. Mais voilà, tout ce qui est trop moderne, la commande numérique, l'imprimante 3D, mais jamais de la vie. Il se met un peu à l'ordinateur, mais de là à gérer la 3D ou les machines un peu pointues, non. Il sait dégauchir, raboter, couper la circulaire sans problème. C'est lui qui a monté notre cabine à vernir, qui a posé les 2 cheminées avec une nacelle télescopique à 30 mètres de portée, qui a fait l'étanchéité, les cornières, la couverture. Ouais, donc il est là, quoi. Il est là pour ces choses-là. On a une machine qui a lâché il n'y a pas très longtemps. Elle était sous garantie. Ils nous ont envoyé une nouvelle pièce. Ils ont carrément envoyé une nouvelle pompe à vide. Enfin, nous, on avait diagnostiqué qu'il y avait un roulement à changer, sauf qu'on n'arrivait pas à le changer. Pour nous, il était impossible à enlever le roulement. Lui, avec 3 outils, il a enlevé le roulement. 2 jours après, on avait le roulement, on le remontait sur la machine. Enfin, vous voyez, à la campagne, disons, les anciens, ils ont plus cette culture de la récup. Surtout lui qui était dans la conservation, il ne jette rien. Il y a toujours une seconde vie. Il y a toujours des astuces pour recycler ou trouver une seconde vie. Ça, c'est très propre aux ateliers. Quand on me demande, ça me fait bien rire quand des journalistes me demandent « Mais quel rapport avez-vous avec l'écologie ?» Venez voir comment fonctionne un atelier. Vous allez voir qu'on ne jette pas, on donne une seconde vie aux objets. Le bois qu'on débite, on se chauffe avec, par exemple. Il y a ce rapport-là, et puis le contexte dans lequel j'ai grandi, c'était beaucoup la débrouille. Il y avait cette démarche de partir de rien. On n'a rien, on a ça à faire. On va dépenser 0 €. On a tout un tas de fouillis là, mais on va trouver une solution pour faire ce truc. Et j'ai par exemple vu mon père restaurer des moteurs de 1900 dont il devait refaire les segments et prendre des disques de frein de Renault 20, les mettre sur son tour, les ajuster pour en faire des segments de 20 cm de diamètre pour son moteur, quoi. Mais c'était tous les jours, c'était le quotidien. De nouveaux objets sur la planète. C'est vraiment ce qu'on disait. Il ressuscitait pour le coup des objets qui étaient morts, quoi. Et si vous voulez, ce mécanisme-là de créativité, et donc la créativité, pour revenir à toute première question, elle a commencé en observant ça. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais pour être un bon ouvrier, il faut être très créatif. Même si vous dessinez rien, dans le fait de répondre à un usinage ou à réaliser une pièce, pour réussir à le faire, sachant que vous ne l'avez jamais fait avant, que c'est une pièce unique, qu'il faut faire des montages d'usinage, que vous avez un certain nombre de machines et d'outils à votre disposition, comment vous allez de ce point A à ce point B, je peux vous dire qu'il faut être sacrément créatif plus que devant un papier-crayon. Et donc ce mécanisme-là, moi je l'ai observé dès tout petit, par des ruses. Je vous ai vu tomber en panne, casser une boîte de vitesse au milieu d'un champ, et avec une sangle et une clé à molette, on était reparti, quoi. Mais c'est du délire. Mais je me rends compte aujourd'hui. Des années après. Ouais, de ce que ça vous a apporté. Ça vous a apporté la... Ouais, de la richesse que c'est, en fait. C'est très rare, quoi. Bien sûr que c'est rare. Et c'est ce qui fait le Steven Leprisé que j'ai en face de moi aujourd'hui, qui invente tous les jours. Mais ce que vous dites, c'est que par définition, un artisan d'art, il invente. Mais vous inventez quand même des sacrés trucs. Vous en avez beaucoup parlé, et je pense que vous en avez un peu marre, mais on peut quand même dire un mot du bois gonflable. Oui. En fait, ce bois gonflable... Comme je disais, il a été commencé à l'école Boulle. D'ailleurs, je pense qu'il n'aurait jamais pu être créé dans une autre école, finalement, parce que la folie des profs qui sont là ont permis ça aussi. Dans d'autres écoles, on aurait dit à Eric à l'époque, mais attends, tu veux coller du bois sur des chambres à air, mais arrête. Et ici, on l'a suivi, on lui a donné des clés pour ça. Et ce bois gonflable, on a continué à le développer, parce qu'il n'était pas viable à l'époque. Et on l'a fait évoluer en wood. C'est des poches de rangement qui ont un peu la même technologie, où il y a un textile à l'intérieur, mais où on se dispense du système pneumatique, parce que le système pneumatique, quand on fait des chiffrages, c'est la moitié du prix, bien souvent. D'accord, donc ça passe pas. Et ouais, ça bloque un peu souvent, parce que le prix devient assez important, et les gens ont toujours envie de toucher, donc j'ai beaucoup réfléchi, mais dès le début d'Arca, je disais à Eric, faut qu'on fasse des poches, faut qu'on arrête avec les systèmes pneumatiques, et lui me confortait dans l'idée qu'il fallait d'abord développer le bois gonflable et puis après on verra la suite. Sauf que moi, je savais qu'en développant cette nouvelle matière, on allait aussi améliorer le bois gonflable. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et puis on a créé le bois larmé, on a créé le bois thermoformable, et disons que voilà, elles ont toutes des points communs et des liens en fait. Ces différentes matières, elles ont des phases de fabrication qui peuvent être parfois communes. Il y a une création récente dont on pourrait parler, que vous avez aimé faire, dont vous êtes particulièrement fier ?
Oh, ça c'est une bonne question. Une en particulier, non. À la fois, je suis content de toutes et à la fois insatisfait de toutes. C'est vrai? Ouais, Même de vos créations? Ah oui, oui. Ah oui, je suis jamais 100%. Ah ouais, je suis jamais 100% satisfait de ce qu'on a fait. C'est peut-être un problème, hein, mais en même temps, ça, avoir l'esprit critique sur ce qu'on fait, c'est améliorer la fois d'après. En fait, je suis en train de faire une pièce et je pense déjà à la suivante en me disant je vais améliorer ça sur la suivante. Et Ouais. je suis plutôt de. Le problème, c'est que ouais, je m'arrête pas à contempler et à me dire ouais, c'est cool. Je regarde la suite, quoi, tout le temps. Ouais. C'est pour Peut-être ça que vous trop. courez tout le temps. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que je cours tout le temps. Ouais. Non, je suis fier de l'ensemble. Si, ça me fait penser à. On a récemment fait une pièce aux Caraïbes en bois thermoformable. Donc un bois qui peut se cintrer et rester en forme sans avoir de moule à réaliser. Donc ça vient de remise en question sur le métier. C'est à la longue de faire des moules pour les tapissières à l'école Boulle. Tous les ans, on jette des bennes entières de moules pour les élèves. Mais c'est important qu'ils apprennent à réaliser des moules. C'est comme ça que j'ai réfléchi dans un premier temps à développer le moule réglable, en me disant peut-être qu'un jour on en fera un pour l'école. Le problème c'est que pédagogiquement on n'apprend pas aux élèves à fabriquer un moule, donc c'est pas très... Mais moi ça m'a fait réfléchir. Hein. Et le bois thermoformable aussi, ça vient aussi de ce désir de vouloir arrêter de fabriquer des moules quand on veut faire une pièce courbée. Et on a fait un ruban de 60 mètres de long dans un restaurant, donc aux Caraïbes, qu'on allait installer à la rentrée. Ça, c'était cool, quoi. J'étais jamais allé aussi loin de ma vie, et en plus pour une pièce qu'on a créée. Vous avez emmené votre femme dans les bagages? Non, malheureusement, on a fait que bosser, donc, et puis ça a un coût forcément, un voyage Bien comme ça, sûr. donc on y va pour le boulot, et malheureusement, j'ai pas pu emmener la famille, j'ai pas ce confort-là. J'ai emmené un de mes collaborateurs qui a travaillé avec moi sur l'affaire, puisqu'il fallait qu'on le pose à deux. Bien sûr. Mais on était sur une île très petite, en plus, très mal équipée, et c'était l'aventure, quoi. On savait pas quelle sauce on allait être mangé. Mais c'était cool, ouais. C'était cool. Ce sera comment l'Arca dans 10 ans? Comme ça. Comme ça, comme c'est Ouais. aujourd'hui. Donc on grossit pas. Non, surtout pas. Non, franchement, surtout, Ouais. je veux surtout pas grossir. Là, déjà, je peux vous dire, comme je disais tout à l'heure, hein, avec 6 personnes, faut ramener du business pour que tout le monde mange. Et c'est certain que, passé une certaine échelle, vous vous séparez de la matière, du côté créatif, et vous devenez un businessman. Et vous sortez de ce pourquoi vous avez créé une boîte, c'est-à-dire innover, toucher la matière et être dans l'atelier. Donc, non, surtout pas. Surtout pas. Je me suis toujours focalisé avec Eric quand on a démarré sur avoir un bon outil de production. Là, on vient de l'améliorer en se procurant une belle cabine à vernir. On a tout un étage où on fait la finition et un atelier avec du parquet pour être plus à l'aise et puis moins abîmer les outils, moins abîmer les pièces. On a un chariot élévateur, voilà, parce qu'avant on porte beaucoup moins grâce à ça. Et je me suis focalisé sur le confort de travail pour moi et mes gars, mais pas grossir plus, quoi. On a embauché un CDI supplémentaire parce qu'on était tout le temps en train de prendre des auto-entrepreneurs parce qu'on avait trop de travail. Donc on a embauché quelqu'un d'assez expérimenté et qui est avec nous depuis octobre, là, donc c'est très récent. Donc il y a 3 CDI à l'atelier, un apprenti, moi qui est là un peu dans tous les postes, et Audrey qui est à la gestion. Mais déjà, c'est suffisant, quoi. Et vous, ça y est, vous gagnez votre vie comme vous voulez? Difficile de répondre à ça. Heureusement, j'ai un salaire fixe avec l'école Boulle. Il y a des phases où ça peut être très compliqué, où on se retrouve avec on peut avoir des trous de trésorerie encore. Ouais. Il y a encore des mois où on se paye pas? Non. Non, pas se Mais payer. ça varie. Pas se payer, c'est rarement arrivé. Au début d'Arca, c'était 500 €. Non, j'en suis pas à ce point-là, mais des bons mois, je vais me faire un salaire à 2000, 2005 et le minimum, c'est 1005, quoi. D'accord, Parce que je peux pas faire moins, clairement. bien sûr. Donc voilà comment ça fonctionne, mais le salaire de mes gars, je peux pas l'amputer, quoi. Hein. Non, bien On sûr. est clair. Donc moi, je régule suivant ce qu'on peut, mais après des travaux et un investissement tel qu'on vient de le faire, vous savez bien, quand il y a des travaux, il y a toujours des imprévus, Bien sûr. et ouais, il y a beaucoup de charges et beaucoup d'argent à partir, forcément, puisqu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais alors, Et qu'est-ce voilà. que je peux faire pour vous, moi, avec ma baguette magique? Si vous maîtrisez un peu le bois, vous pouvez venir bricoler avec nous. Hein. Désolée, pas du tout. Et c'est pas une fée clochette bricoleuse. Non, c'est une fée clochette qui... Non, déjà vous nous aidez puisque vous parlez de nous, c'est déjà bien. Mais non, c'est Un grand chantier, une œuvre, plus Ouais. de temps pour créer. les deux. Hein. Ok.
On veut un grand chantier et du temps pour créer. C'est ça, un gros chantier pour financer l'atelier et son fonds de roulement quotidien. Et puis du temps pour créer. On a beaucoup, j'ai une quinzaine de projets dans les cartons que je veux développer, où j'ai des croquis, où j'ai des débuts d'échantillons, parfois les 3D qui sont en place, mais pas le temps pour les réaliser. Eh bien, ce sera fait. Merci Steven Leprisé. Merci. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiers-Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. J'enregistre toujours les petites bêtises à la fin parce que c'est toujours des trucs qui sortent. Non, c'était passionnant. Bah ouais, c'est... Là, en ce moment, ouais, enfin, particulièrement là, si tu veux, on a, comme je disais, des imprévus, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Comme on a fait les travaux, en fait, il y a une partie des travaux qu'on a fait nous-mêmes. Donc le temps qu'on a déménagé 2 fois en plus, parce que notre ancien proprio, il a pas voulu nous laisser en place où on était. Le rendu de notre bâtiment avait un peu de retard. Donc on a déménagé dans des box. Après, de box, on a déménagé dans un autre atelier dans le 93. C'est pour ça que t'es et du 93, on a déménagé chez nous, là où on est là maintenant. Donc à chaque fois, bouger les choses et dans l'atelier, faire une partie des travaux nous-mêmes. Donc en faisant les travaux nous-mêmes, on a pris du retard sur le chantier, commandes, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Et donc trop de trésor, quoi. Et trop de trésor, là, ouais. J'ai plein de beaux boulots, là. Mais tu vois, c'est des devis, un devis à 15 000 €, quand t'es à notre échelle, c'est un petit chantier, tu vois. Oui, bah oui, je comprends. Et on a des choses à 2 000, des trucs à 10 000, 15 000, mais tu vois, il nous faut un chantier à 70 ou à 100, tu vois. Ouais. Pour être un peu peinard, voire un peu loin. Tu communiques sur ton chiffre d'affaires ou pas ? Je communique pas dessus. Non, Maintenant, sur Internet, je crois, t'as des sites qui le... Tu le publies ? On est à 500. L'année dernière, on était à 500. D'accord. 500 000, donc voilà. Des fois, je me dis, mais avec justement cette presse qu'on a, les concours, les gens qu'on connaît, qu'est-ce que je fais d'insuffisamment bien pour pas avoir plus de... De commandes. Ouais. Une transformation en business de ta notoriété. C'est ça que tu... Un peu, ouais, c'est ça. C'est ça que tu aurais dû demander à la fée.